Monsieur Abdenour Vidar, j'ai même pas dit qu'il était professeur de philosophie, j'ai même pas dit qu'il était membre de l'Observatoire de la laïcité, et je le connaissais pour les émissions Culture d'Islam sur France Culture, que je trouve toujours vraiment très passionnante. Bon voilà, donc je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, et puis je vous cède la parole. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, Culture d'Islam, ça commence dans 3 minutes. Sur France Culture. Bon. Voilà. Alors, tiens, ça me donne l'occasion de dire d'abord une petite chose. J'interviens souvent sur l'islam. Je ne vais pas du tout vous parler d'islam aujourd'hui. Déjà pour une raison, c'est que je ne cesse de répéter depuis des années que l'islam n'est pas et ne doit pas être le bouc émissaire de nos problèmes de société ou de nos questions de civilisation, mais il en est simplement l'un des indicateurs et des révélateurs parmi d'autres. Et que ce dont vient de parler Patrick Vivray, c'est bien d'une crise spirituelle aujourd'hui que traverse l'humanité tout entière, toute civilisation confondue ou ensemble. Et à cet égard, l'islam est simplement une de ces civilisations qui doivent réfléchir à leur contribution possible à essayer de nous faire dépasser tous ensemble une crise spirituelle dont il s'agit de définir un certain nombre de contours, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Alors, tout a été dit par Patrick Vivray. Si ça ne dérange pas, on va passer directement aux questions. Qui nous a fait une espèce de perspective comme ça, tellement vaste, que, évidemment, peut-être une chose qui reste à faire, c'est, de façon beaucoup plus modeste et pointilliste, de revenir sur quelques points. À un moment donné, Patrick Vivray a insisté sur l'importance aujourd'hui de se constituer en tant que citoyen au sein d'une société, de ce qu'il appelle une société civique mondiale. Et par rapport à ça, j'aurais tendance à dire, enfin j'aurais envie de dire que il y a une chose qui est très simple à faire pour chacun d'entre nous, c'est de se demander au sein de cette société civique mondiale, qui est en réalité une société de résistance, de résistance à l'hégémonie d'un ensemble de pouvoirs à la fois oligarchiques et mafieux. À l'intérieur de cette société civique mondiale, la question que chacun d'entre nous peut se poser, c'est « et moi, qu'est-ce que je peux faire là où je suis et avec qui ?» Voilà. Parce qu'on peut éprouver sinon une espèce de sentiment, une sorte de sentiment de découragement en se disant « oh là là, là on est dans des problèmes qui sont des problèmes mondiaux, on est face à des puissances qui sont des puissances qui nous dépassent très très largement, qui dépassent notre capacité d'action. » Eh bien, s'il doit être question de spiritualité et de vie spirituelle et de dimension spirituelle de la crise que nous traversons, c'est le moment de nous souvenir que dans toutes les traditions spirituelles du monde, souvent un conseil simple a été donné, qui est de rester là où on est et d'essayer d'agir là où on est et donc de compter ses forces là où on est. Hein. J'entendais tout à l'heure M. Boger dire que, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire et ce qui peut nous faire désespérer, à savoir le fait qu'aujourd'hui l'engagement social, l'engagement citoyen serait en déshérence, il n'y a jamais eu autant d'associations. Il citait un chiffre absolument faramineux, il disait que, si j'ai bien retenu, je ne sais pas où il est, qu'il y avait 35 000 associations qui se créaient par an, 65 000 et 35 000 il y a 30 ou 40 ans. Et qu'il y a aujourd'hui, qu'il y aurait, ne serait-ce qu'en France, 16 millions d'engagés. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, par rapport à ça, j'ai toujours en tête ce que dit, par exemple, Martin Buber, le grand philosophe juif Martin Buber, qui a restauré en partie la sagesse hassidique. Oui, je suis un homme de culture musulmane qui aime bien lire les auteurs juifs. J'espère que c'est pas trop grave. Hein ça se guérit, docteur? C'est grave, docteur? Quoi de neuf, docteur? Bon, et Martin Buber disait toujours il y a un trésor là où vous êtes, parce que chaque être humain porte en lui quelque chose de singulier, porte en lui quelque chose d'unique. Et la vie spirituelle, c'est la découverte de cette unicité, et la première, c'est-à-dire de ce que l'on porte en soi de singulier. Et la première façon de découvrir de se mettre en quête de cette singularité,
c'est justement de s'interroger sur le lieu où on est et sur les possibilités que ce lieu où on est nous offre de nous engager. Hein. On est toujours, comme l'aurait dit Sartre, en situation, dans une certaine situation. Et dans cette situation, il y a quelque chose à faire, et il y a quelque chose qu'on est le seul à pouvoir faire, parce qu'on est le seul à être dans cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire tout seul. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on doit commencer par chercher les uns et les autres à l'endroit où on est, ce que l'on peut faire. Voilà. Moi, par exemple, à un moment donné, il y a 15 ans à peu près, j'avais une très grosse formation philosophique, très classique. Je suis docteur en philo, agrégé de philo, etc. Enfin, tous les titres de l'université. Mais très honnêtement, je me demandais à quoi je pouvais bien faire servir d'utile ma compétence ou ma formation de philosophe. Et puis c'était le moment où l'Occident commençait à s'agiter énormément à la suite des attentats, de l'attentat du 11 septembre, le 11 septembre 2001. Et puis on a eu Huntington, on a eu la thèse du choc des civilisations. Et je me suis dit, ben, mon vieux, voilà, ta position personnelle, c'est une position entre deux univers de signification, entre deux cultures, entre deux civilisations. Tu es un petit Français musulman, tu as une culture musulmane et tu as une culture française, européenne, occidentale. Dans les deux, tu as pu bénéficier d'une certaine formation. Donc eh bien, tu dois faire partie de ceux qui tricotent un univers de représentation commun. De ceux qui essayent de construire ce que j'appelle souvent une vie spirituelle partageable. Hein. Et c'est pour ça qu'encore récemment, dans mon plaidoyer pour la fraternité, j'ai dit une chose très élémentaire, très simple, à partir de cette double culture, j'ai dit, si vous parlez à un jeune musulman ou à une jeune musulmane de fraternité, vous ne lui parlez pas dans une langue qui vient de la planète Mars. Vous lui parlez de quelque chose qui fait écho à un bien, à une vertu éthique qui fait partie du fond culturel de sa propre tradition, ou en tout cas qui devrait en faire partie. C'est-à-dire que dans la culture de l'islam, il y a un humanisme, et il y a un humanisme de la fraternité. Et cet humanisme de la fraternité, on peut en trouver quelques indices dans le Coran, et on peut en trouver aussi un certain nombre, plus que des indices, on peut en trouver un certain nombre de développements dans tout un ensemble de grands textes de la grande tradition, qu'elle soit poétique, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit mystique, de l'islam. Donc, à ce moment-là, j'ai parlé de la fraternité à partir de cette position qui est particulière, qui était la mienne, en disant, eh bien voilà, de quelque côté que l'on se situe, hein, que l'on soit de telle culture ou de telle culture, la fraternité fait partie de ce que certains ont appelé la règle d'or humaniste. Hein, c'est-à-dire un commandement absolument universel, un commandement à la fraternité, absolument universel, que l'on trouve sous une forme ou sous une autre, absolument dans toutes les traditions éthiques de l'humanité. Ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et fais à autrui le bien que tu voudrais qu'il te fasse. Dans le Coran, par exemple, il y a ce verset qui dit « Ah mince, j'avais promis de ne pas parler de l'islam. Ah là là, zut, encore raté. » Bon, pardon. Bon, mais dans une logique, c'est ça qui est intéressant, c'est dans une logique de contribution. Vous voyez, pas... voilà. Bon. Il dit quoi alors, hein? Il dit quoi? Non mais je fais monter la tente. Non, en fait, il dit rien vraiment. Ah, si. Donc, en fait, il dit, c'est le verset 34 de la sourate 41, il dit, alors qu'il commence par dire quelque chose d'assez évident. On se dit, bon, jusque-là, la bonne action et la mauvaise n'ont pas la même valeur, sans blague. Mais la suite est plus intéressante, rend le mal par le bien. Rend le mal par le bien. Donc là, d'emblée, toute logique de talion, hein, est complètement cassée. Rend le mal par le bien, avec cette promesse. Hein, ce qui est intéressant toujours dans les morales religieuses, c'est qu'elles vous font une promesse. C'est-à-dire qu'elles vous donnent confiance en ce que la vie va vous donner, en la façon dont la vie va répondre si jamais vous faites un geste éthique, et en l'occurrence un geste de fraternité. Hein. C'est pas une morale qui vous dit bah, toi fais le bien et puis tu verras bien ensuite ce qui va arriver. Non, la suite du verset dit rends le mal par le bien et celui qui était ton pire ennemi deviendra ton meilleur allié. Voilà. Hein. Bon, donc il y a quelque chose de plus qui est transmis ici qu'un simple commandement moral. Il y a une véritable confiance en la vie qui est inculquée. Bon. Bref, toujours est-il que voilà, c'était une façon pour moi, si vous voulez, de commencer par m'appliquer à moi-même ce conseil hein, que je donne ici. Nous avons à constituer une société de résistance, une société civique mondiale, que chacun commence à s'interroger sur ce qu'il peut faire avec d'autres à l'endroit
à l'endroit où il est. Bon. Maintenant, il s'agit, à partir du thème qui nous est proposé aujourd'hui, de réfléchir à ce que nous faisons quand nous développons une attitude de fraternité. Je vous propose de considérer, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, là, je vais publier dans quelques temps un livre sur le sujet, je vous propose de considérer que tous autant que nous sommes, chacun à l'endroit où il est placé, en cultivant là où les fraternités, et je vais vous dire pourquoi je mets le mot de fraternité au pluriel, nous avons à devenir des tisserands. Et j'emploie de plus en plus ce terme de tisserand, c'est-à-dire que nous avons à relier la vie, à relier nos vies, et à cultiver en ce sens-là la fraternité. La fraternité, c'est la vie reliée. C'est une vie spirituelle qui est placée sous le signe du lien, de la qualité des liens. Bon. Et je dis spirituel parce qu'il y a là effectivement quelque chose qui est éminemment spirituel. Déjà du côté du religieux, la religion, vous savez, selon une certaine étymologie, voulait être la vie reliée. Hein, bon. Mais le spirituel ne se limite pas au religieux. Le spirituel s'étend à tout ce qui relie la vie, à tout ce qui nous met en fraternité. Et je vois notamment 3 directions à cette fraternité. Je le dis pour, si vous voulez, vous proposer aujourd'hui de réfléchir un petit peu plus à cette notion même de fraternité. C'est pour ça que je la mets au pluriel. Je crois que le génie de la fraternité, c'est d'être pluriel parce qu'elle nous relie en même temps aux autres, elle nous relie à nous-mêmes, et elle nous relie à la nature et à la vie. Et me semble-t-il, si aujourd'hui nous pouvons cultiver les uns et les autres une vie spirituelle partageable, sans frontières de croyance, hein, on pourrait le dire comme Aragon, une vie spirituelle qui soit partageable entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui croient en tel ciel, ceux qui croient en tel autre, et ceux qui n'y croient pas. Hein. Eh bien, je crois que là, nous avons un langage spirituel, quand nous passons par la fraternité, quand nous passons par le lien, quand nous passons par la vie reliée, quand nous nous considérons comme des tisserands, des petits tisserands modestes qui, sur le grand tissu déchiré du monde, réparent quelque part le lien, tel ou tel lien, eh bien, je crois que nous sommes dans une vie spirituelle qui est traduisible dans toutes les langues de la Terre. Bon. Et en l'occurrence, cette vie spirituelle nous invite, donc on entre dans l'explication, nous invite à relier nos vies, alors à nous-mêmes, aux autres, c'est évident, hein, que la vie spirituelle passe par la fraternité avec l'autre, c'est évident. C'est-à-dire, mais encore faut-il expliquer en quoi ça consiste. Qu'est-ce que c'est que la fraternité avec l'autre? À quelles conditions ai-je avec l'autre une qualité de lien qui peut nous faire dire à tous les deux qu'il y a fraternité? À quelles conditions? Je ne peux pas le décréter tout seul. C'est pas facile comme question en réalité. C'est comme toutes les choses qui ont l'air évidentes. Allez, cultivons entre nous une relation fraternelle. Ok, comment on fait? Bon. Bien, me semble-t-il, il y a une notion qui est intéressante, qui est exportée de la biologie, qui est la notion de symbiose, qui va nous permettre aussi de réfléchir justement à la fraternité avec la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une relation symbiotique? Le mot, il est un peu abstrait, hein, symbiose, mais la chose est importante. Le sens est important. Une relation symbiotique, c'est une relation mutuellement profitable. Je te donne, tu me donnes. C'est quelque chose qui casse d'emblée l'égoïsme, l'individualisme, toutes les logiques de profit, c'est-à-dire toutes les logiques qui sont unilatérales. Essayons, à l'endroit où nous sommes, de placer toutes nos relations sous le signe de la symbiose, c'est-à-dire de l'échange mutuellement profitable. Dans ce que je suis en train de créer une association, je participe à un mouvement, etc. J'y trouve une certaine possibilité d'investissement de moi-même, mais qu'est-ce que l'autre y trouve? Et qu'est-ce que nous apportons aux autres? Et en quel sens est-ce qu'il peut y avoir entre nous la circulation maximale de dons et de contre-dons, la circulation maximale d'inspiration mutuelle? Vous voyez? Voilà, me semble-t-il, quelque chose qui nous permet déjà d'expliciter en quel sens nous pouvons conduire les uns avec les autres une relation de fraternité. Bon. C'est-à-dire, je vais m'engager dans la vie sociale, mais je vais m'engager en me disant, mais dans cette relation, je vais m'engager. Qu'est-ce que j'ai à donner? Et pas seulement à donner, il ne s'agit pas de s'engager dans des logiques héroïques et sacrificielles. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir aussi? Et comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre en situation les uns et les autres de donner et de recevoir
De telle façon qu'on va pouvoir, si je le dis encore une fois, en explicitant le bénéfice spirituel, grandir en humanité. Ou comme le disait Teilhard de Chardin, être plus. Vous voyez ? C'est-à-dire exprimer quelque chose de moi-même de plus noble, de plus élevé, de plus beau. Hein ? Bon, comment est-ce que je vais pouvoir faire ? Et on se rend compte d'une chose, c'est que cette fraternité que l'on essaie de cultiver aux autres, c'est en même temps donc une fraternité que l'on se donne la chance de cultiver avec soi. Qu'est-ce que ça veut dire fraterniser avec soi ? Voilà une autre question qui est à mon sens importante. Là, on peut par exemple passer par Bergson, une distinction très simple chez Bergson. Bergson parlait du moi social et du moi profond. Ben, on s'aperçoit que dans nos sociétés, il y a souvent un divorce entre le moi social et le moi profond. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout l'ami de soi-même. On n'est pas du tout dans la vie sociale l'ami de son moi profond. C'est-à-dire que dans la vie sociale, on n'a pas suffisamment l'opportunité de laisser s'exprimer, de laisser s'épanouir, de faire venir à l'accomplissement ce moi profond. Alors, il ne s'agit pas de s'auto-culpabiliser en disant « oh là là, vraiment, je ne mène pas... » On est dans des sociétés qui font de cette circulation entre le moi social et le moi profond un luxe ou un privilège de quelques-uns. Parce qu'on est dans une société qui oblige à endosser des rôles sociaux qui sont en réalité des déterminations économiques de nous-mêmes, complètement contraintes et en complète ignorance et en complet divorce et en complète rupture avec des possibilités que l'on porte au fond de soi. Est-ce que dès l'école on apprend aux enfants et on donne la possibilité aux enfants de se mettre à l'écoute d'eux-mêmes? Elle est là la fraternité concrète dans le rapport à soi. De se mettre à l'écoute de ce qu'ils portent en eux de plus intime, de plus profond, ou, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de plus singulier. Et est-ce qu'ensuite nous avons des sociétés qui sont conçues au moment où elles font entrer les gens dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, est-ce qu'elles sont conçues pour permettre à chacun un espace, de trouver l'espace idoine qui va lui permettre d'exprimer socialement les aptitudes propres, les aspirations propres de son moi profond. Il me semble que c'est ce qui se cherche, par exemple, du côté d'Amartya Sen quand il parle de la capacité. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est qu'une situation où on est en capacité? C'est une situation dans laquelle on a réouvert le canal entre l'extérieur et l'intérieur, et vous voyez que l'enjeu ici est inséparablement spirituel et social, intérieur et extérieur, personnel et politique. Vous voyez comment, là aussi, nous cherchons aujourd'hui une société, justement, qui se replace sous le signe du lien, c'est-à-dire qui repense ensemble les enjeux spirituels et les enjeux politiques. Bon. Donc, voilà une deuxième direction, si vous voulez, après je vais m'arrêter, une deuxième direction possible et souhaitable pour la fraternité. Et puis, la troisième, c'est la fraternité avec la nature. Ça a du sens, cette relation symbiotique à la nature. Cette relation mutuellement profitable à la nature. C'est-à-dire que nous la protégeons et en retour elle nous donne quelque chose. Nous nous soucions de sa préservation durable et en retour elle nous donne ce dont on a besoin. Cela étant dit, on peut aussi considérer que cette fraternité à la nature, ce rapport à la nature, va au-delà, je dirais, qu'un échange mutuellement profitable, bien compris et bien conduit. C'est-à-dire que ce que nous avons perdu, beaucoup, nous qui vivons dans des villes, et quasiment uniquement dans des villes, c'est la capacité d'une fraternité plus profonde avec la nature, qui est de trouver en elle, et grâce à elle, grâce à sa contemplation, là je ne parle pas seulement d'écologie et de développement durable, dans sa contemplation, une source d'inspiration et une source de sagesse. Moi j'ai été toujours étonné, j'ai eu la chance de vivre beaucoup dans la nature, j'ai toujours été étonné de voir à quel point la nature me donnait des leçons de vie, des leçons de confiance en la vie, justement. C'est-à-dire des leçons sur la puissance de la vie. Nous vivons dans des univers morts. Regardez, autour de nous, il n'y a que de la matière morte. Rien ne respire. Comment voulez-vous que notre intériorité n'étouffe pas dans ces univers morts? Comment voulez-vous que... Je vais pousser le bouchon un peu loin. Comment voulez-vous que nous ne finissions pas par croire que nous sommes mortels? Ou déjà morts. Non, alors je vous rassure, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien.
mais que nous sommes mortels, c'est-à-dire que rien ne nous parle de la puissance de la vie qui l'emporte sur la mort. Alors que la nature nous donne continuellement dans sa contemplation cette leçon. Quand vous voyez simplement une petite plante qui fait un effort pour pousser malgré tout et qui y arrive, quand vous voyez un petit ruisseau de rien du tout qui arrive à passer partout, à renverser tous les obstacles, quand vous voyez la façon dont saison après saison, vous êtes en hiver, dans la nature, tout semble mort, vous êtes dans une incrédulité, vous vous dites mais comment est-ce que tout cela va pouvoir repartir? Et au printemps, le miracle se produit. C'est un miracle absolument extraordinaire. Comment voulez-vous que notre psychologie, ce que j'ai appelé tout à l'heure, notre confiance en la vie, notre rapport au monde, notre vision même du rapport entre la vie et la mort, ne soit pas bouleversée, c'est-à-dire inspirée par cette contemplation de la nature? Et vous connaissez également, parce que vous l'avez vécu, ce sentiment qu'on appelle souvent le sentiment océanique, où tout d'un coup, face à la nature, vous n'êtes plus face à la nature, vous êtes dans la nature. Et vous sentez que votre petite existence elle-même est prise dans quelque chose d'infiniment plus grand, infiniment plus vaste, qui ne vous écrase pas, qui vous dépasse et qui vous appelle. Ben là, je pense qu'il y a des expériences vers lesquelles nous devons réapprendre à aller à la fois personnellement et collectivement, et qui peuvent donner à cette notion de fraternité avec la nature une dimension très concrète, une dimension très vécue, du côté de notre expérience, du côté de l'expérience que nous faisons de nous-mêmes. Hein, encore une fois, parce que là, si vous voyez, vous comprenez comment simultanément ce qui est cultivé, c'est le lien à la nature et le lien à soi. Hein. Comment les deux liens, eux aussi, se mettent en circulation l'un avec l'autre, et comment les deux nous permettent de conduire une vie qui est plus inspirée. Bon. Et par rapport à ça, je reviens à ce que je disais au départ, et je m'arrête là-dessus, mais désormais c'est peut-être, en tout cas je l'espère, plus concret. Vous voyez comment, me semble-t-il, nous avons à devenir des tisserands. C'est-à-dire comment nous pouvons travailler à retisser de façon modeste, patiente, à la fois personnelle et collective, à l'endroit où nous sommes, tel ou tel des liens déchirés. Où en est l'état? C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous convoque, je dirais, devant un examen de conscience. Où en est mon lien à moi-même? Où en est mon lien à autrui? Où en est mon lien à la nature? Comment est-ce que je cultive chacun de ces liens, à la fois de façon personnelle, voire solitaire, et comment est-ce que je le cultive avec les autres? Combien de mes relations sociales, combien de mes engagements me donnent l'opportunité, peut-être miraculeuse, en tout cas extraordinaire, de cultiver un peu chacun de ces trois liens? Voilà, je vous remercie. Quelques minutes pour poser quelques questions à ces exposés qui étaient très riches. Alors on a un micro peut-être qui va permettre à la salle qui se trouve au-dessus de suivre là. Alors moi j'aurais une question à Patrick Vivré. Quand tu nous parlais d'Assemblée civique mondiale, alors je ne sais pas si je peux en parler, et là-dedans l'ONU, parce que c'est vrai que pas toujours le genre à vouloir dire et inventer la roue carrée. On a actuellement au niveau mondial une assemblée, l'ONU, alors qui est peut-être blindée par le fait qu'il y a le Conseil de sécurité à 5 qui décide de tout, alors que c'est le seul endroit où actuellement toutes les nations sont présentes. Voilà, donc c'est un peu votre avis sur comment on peut voir le meilleur fonctionnement de l'ONU, comment on peut l'intégrer dans ce côté mondial. Donc, ça marche? Oui. Si j'ai précisé société civique et pas société civile mondiale, justement, c'est parce que dans l'alliance à passer, par exemple, il y a une alliance avec tous les aspects positifs des institutions onusiennes actuelles. Non seulement quantité d'agences des Nations Unies avec lesquelles il est utile et important de travailler, mais y compris avec le secrétariat général des Nations Unies lui-même, qui est la première victime du système actuel. Vous savez comment on appelle Ban Ki-moon dans les conférences internationales? On l'appelle Mickey.
On va chercher le Mickey, on disait à la COP 21. C'est dire à quel point les États-nations continuent à avoir un souverain mépris pour la fonction, par ailleurs très importante, de secrétaire général des Nations Unies. Donc l'alliance civique, c'est au contraire aller identifier des acteurs avec lesquels cette alliance est possible. Et là, c'est quelque chose de très concret, parce que par exemple, le 15 et 16 mars prochain, nous avons une rencontre entre l'équipe de Ban Ki-moon à Genève pour voir comment, entre la logique du serment de Paris que nous avons initié et puis le rôle des Nations Unies et du secrétariat général des Nations Unies, on peut avancer justement de commun. Et effectivement, parmi les avancées, qui supposent évidemment à terme une réforme du système des Nations Unies, il y a par exemple faire en sorte qu'il y ait un véritable conseil de sécurité qui permette sur les grandes questions sur lesquelles l'humanité risque effectivement la sortie de route, de jouer à la fois son rôle d'alerte, son rôle de prévention et, si nécessaire, son rôle de résilience. Un vrai conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un conseil qui est capable de dire, par exemple, la crise financière qui nous pend en nez, ça fait partie de notre objet, et par conséquent, tous les éléments qui sont liés à la démesure spéculative, qui est la principale cause des crises financières passées et de la crise financière à venir, nous considérons que c'est un problème de sécurité mondiale. Pareil sur le plan écologique, pareil sur le plan de la fracture sociale. La dernière statistique d'Oxfam maintenant, c'est 62 personnes qui ont les revenus de 3,5 milliards d'êtres humains. C'est une atteinte majeure à la sécurité mondiale. Voilà donc comment on peut avancer concrètement dans cette alliance. D'accord, on va passer à une autre question. Jean, oui, c'est une question à Patrick Vivray aussi. Je trouve que l'opposition entre peur et angoisse est un petit peu artificielle, en ce sens que l'angoisse, pour moi, n'est pas négative. Elle devient négative si on n'en fait rien. Mais l'angoisse, c'est une sorte de peur qui n'a pas d'objet. Et du coup, c'est une énigme. Mais il ne faut peut-être pas s'arrêter comme ça, bouche bée devant l'énigme. Il y a à travailler la question de l'angoisse. Je ne sais pas ce que... Est-ce qu'il y a une réponse Non. Ça serait un débat passionnant, mais je dirais à ce stade, ce qui est important, c'est de retenir la distinction entre la fonction positive et la fonction contre-productive. Donc, pourquoi pas, moi je trouve que la distinction peur-angoisse est utile, mais si on prend votre propre approche, ça veut dire que c'est à l'intérieur de l'angoisse elle-même qu'on va avoir à faire ce discernement. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord. Oui. Autre question, Yves Oui, merci donc à tous deux. Patrick Vivray, tu as parlé de la politique de l'humanité. Et Abdenour Bidar, je vous ai entendu au mois de juin dernier dans un débat, une émission formidable dimanche de 7h à 8h du matin, Les Racines du Ciel, où vous étiez en discussion avec Frédéric Lenoir et où vous avez, j'en ai retenu, que vous citiez 3 anti-humanismes. Je pense que l'intelligence de la menace fait qu'il est important de repérer ce que nous avons à lutter contre. Et je suis d'accord que l'oligarchie, le crime international, mais qu'avez-vous à dire? Alors ça me permettra de voir si j'ai bien compris la première fois, sur les ennemis de l'humanisme, les ennemis de la fraternité, les ennemis de la solidarité. En nous comme ailleurs, quoi. Alors je vais faire une liste complète des ennemis. Non, pas du tout, évidemment non. Oui, alors, effectivement, on a évoqué des ennemis à une échelle qui est énorme, hein, l'oligarchie financière, etc. Si vous voulez, je vais vous répondre à une échelle qui est une échelle personnelle. Pas à partir de l'idée qu'on logerait en soi-même son propre ennemi, hein, mais à partir quand même de l'idée que
il y a en nous quelque chose qui est anti-humaniste, c'est-à-dire qui s'oppose à notre capacité à nous conduire de façon humaine. Parce que c'est ça finalement, être humaniste d'abord, c'est se conduire de façon plus humaine. Donc qu'est-ce qui en nous nous bloque au moment d'être plus humain, nous conduire de façon plus humaine? Eh bien, il y a ce qu'on appelle souvent l'égoïsme naturel de l'être humain. Mais est-ce que cet égoïsme est plus naturel qu'autre chose?